Geoffrey Bruno, vous êtes maître de conférence en droit privé et spécialisé en droit des contrats et en droit de la consommation. Il s'intéresse notamment aux différentes problématiques liées au commerce électronique et aux nouvelles technologies. Nommé à la faculté de droit et de sciences politiques de Reims en 2010, il y dispense entre autres des enseignements en droit des contrats spéciaux à différents niveaux. Il a participé à la rédaction de l'ouvrage « Les contrats de consommation », règles communes sous la direction de Natacha Sofanor-Brouillot, publié dans la collection Traité de droit civil, dirigée par Jacques Gestin. Il a contribué également à la rubrique Formule de la revue Contrat, concurrence, consommation. Il est enfin expert du pôle droit des contrats, de la consommation et du commerce électronique, d'un réseau d'experts majoritairement universités appelé Trans-Europe Experts. Il est également directeur adjoint de l'Institut criminel études judiciaires de Reims, responsable de la formation du droit numérique. Et vous venez d'écrire un livre sur les jeux vidéo, un objet juridique identifié. Alors, est-ce que vous pouvez me parler d'abord naturellement, c'est un gros morceau quand même, ce côté de vidéo, hein, de game over, c'est-à-dire les jeunes qui jouent avec la vidéo. Alors, vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre des barrières pour éviter les dangers ? Merci à vous pour votre accueil. Alors, bien en effet, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de réglementation qui soit spécifique aux jeux vidéo. Il y a énormément de problèmes juridiques qui se posent, et je pense que, étant donné les enjeux économiques, les enjeux sociétaux également, il est important que le droit se mêle de la chose et que l'on essaye justement d'encadrer, de réglementer ce type d'activité. Alors je pense qu'il est très important, comme vous le dites, vous avez écrit un livre justement qui explique naturellement tous ces... Et vous êtes également donc un amateur de jeux vidéo ? Oui, tout à fait. J'y ai joué énormément étant jeune. C'est un petit peu c'est un peu la génération des années 80-90. Voilà où c'était le grand boom des jeux vidéo. Et j'ai toujours essayé d'y jouer un minimum. Maintenant, malheureusement, si j'y passe quelques heures par semaine, c'est le grand maximum. Mais voilà, j'essaye de rester collé à l'outil. Oui. Alors, vous êtes également directeur de l'Institut judiciaire à Reims. C'est quelque chose d'important pour vous ? Oui, c'est extrêmement important. En effet, je suis le directeur adjoint de l'Institut d'études judiciaires et nous préparons notamment nos étudiants au concours d'accès à l'École nationale de la magistrature, et nous les préparons également à l'examen d'accès aux écoles régionales d'avocats. Est-ce que vous pensez que l'État devrait légiférer, faire une réglementation sur les jeux vidéo ? Alors, une réglementation générale sur les jeux vidéo, ça ne serait pas opportun. Je pense surtout que le jeu vidéo est au milieu de tout un tas de matières juridiques, le droit des contrats, le droit de la consommation, le droit de la propriété intellectuelle, et il faudrait réglementer ou agir du moins touche par touche en fonction des différentes problématiques qui se posent au fur et à mesure de l'évolution de l'activité. Alors on parle aujourd'hui, récemment il y a une enquête qui a été faite à la télévision qui disait qu'il y avait 37 millions de joueurs de vidéo. Donc pour les jeux vidéo c'est important quand même. Ah oui, ce sont des chiffres qui sont énormes et qui vont croissant. L'âge moyen des joueurs de jeux vidéo aujourd'hui, nous sommes aux alentours d'une trentaine d'années, oui. Voilà, qui sont les anciens joueurs peut-être de ma génération. Et ensuite, voilà, il y a un constat que ce sont les enfants de ces joueurs qui s'y mettent également, etc. Et donc nous avons une population qui naturellement
va croissante. Oui. Alors, je pense que c'est important aussi également en ce qui concerne la propriété intellectuelle également. Oui, en effet, le jeu vidéo a longtemps été considéré comme un jouet. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, quand on regarde les créations vidéoludiques, et même les premières, comme nous étions dans les années 80 à peu près, le jeu vidéo manifeste une véritable création originale et manifeste vraiment la personnalité de l'auteur. Je pense au Super Mario Bros, qui est l'un des plus connus, la légende de Zelda notamment. Et aujourd'hui, quand nous regardons les boutiques et les rayons dans lesquels les jeux sont distribués, il ne s'agit plus de jouets, ce sont des œuvres culturelles à côté du cinéma, à côté de la musique, de la littérature. Et forcément, ça pose des problèmes de propriété intellectuelle parce que l'auteur d'un jeu vidéo veut que son œuvre soit protégée. Et son travail est rémunéré. Voilà, qu'il y ait une rémunération quand il n'est pas salarié. Et qu'il y ait une protection de son œuvre contre les plagiats, notamment. Il y a énormément de problèmes de plagiat dans le secteur du jeu vidéo. Alors on parle également, on dit des jeux vidéo, on voit quelquefois à la télévision, mais quand on voit un film qui est assez brutal, on voit tout de suite, c'est marqué interdit en dessous de 12 ans. Donc là, justement, il y a peut-être quelque chose à voir aussi, parce que pour les jeux vidéo, c'est important. Si c'est des scènes qui sont violentes, ça peut amener chez les jeunes enfants, parce qu'aujourd'hui, on commence à jouer à la vidéo à 12 ans. Hein. Donc est-ce que c'est pas un problème également ? Si. Alors, il existe une classification européenne qui est la classification PEGI et qui permet aux éditeurs d'insérer sur les emballages des logos notamment relatifs à l'existence de scènes de violence, de l'utilisation de stupéfiants, ou encore des âges conseillés pour le jeu, donc interdit, enfin déconseillé au moins de 12 ans, 16 ans, 18 ans notamment. Et donc les éditeurs de ce côté-là font leur travail parce qu'ils sont très assidus à cette classification PEGI, ce qui oriente les parents. Ce qui oriente les parents dans le choix des jeux. On achète ou on n'achète pas. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est qu'il y a, à mon avis, un problème peut-être d'éducation à l'égard des parents. Et là, je risque de choquer en disant ça. Mais je pense que certains parents n'enverraient pas des enfants de 12 ans voir le dernier Terminator ou le Joker qui est sorti il y a pas longtemps, qui est un film extrêmement violent. Ça ne les gêne, ils vont pas les envoyer. Mais à l'inverse, ils vont peut-être leur acheter un jeu vidéo qui va contenir des scènes de violence, parce que pour beaucoup, ça reste un jeu, ça reste un jouet. Et là, il y a vraiment un comportement qui n'est pas cohérent, qui n'est pas cohérent. En effet, donc je pense que les parents devraient s'intéresser beaucoup plus aux jeux que veulent leurs enfants, et qu'ils fassent des choix en raison justement des indications qui sont fournies par les éditeurs. Par l'éditeur. Tout à fait. Alors on parle également aussi puisqu'on voit des jeux vidéo, on joue en ligne maintenant, donc est-ce que la cybercriminalité rentre en ligne de compte ? Bien sûr. Bien sûr, oui. À partir du moment où vous avez une activité de jeu en ligne, naturellement, vous êtes exposé à des actes de cybercriminalité. Et c'est d'ailleurs la raison la raison de l'écriture de cet ouvrage à l'origine. Pour vous raconter la petite histoire, je me souviens très bien quand je me suis décidé à l'écrire. C'était un matin, je me levais, j'allume la télévision et je regardais une chaîne qui est Game One, qui est largement connue du secteur, et j'apprends qu'il y a des vols de comptes de joueurs de jeux vidéo. C'est-à-dire que des joueurs avaient créé des comptes de jeux sur World of Warcraft, et certains joueurs se sont vus subtiliser leurs comptes par des cybercriminels qui ensuite les revendent sur des sites comme eBay ou Le Bon Coin. Et à l'époque, je m'étais dit, mais comment le droit peut-il sanctionner ce type de comportement ? C'était en 2011, très, très clairement, parce qu'à l'époque, le vol de biens immatériels n'était pas sanctionné en tant que vol. Et il fallait essayer de trouver tout un tas de détours pour sanctionner ce type de comportement. J'avais publié un petit article dans la presse juridique à cette époque, et c'est au fur et à mesure des recherches que je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de problèmes juridiques qui étaient posés par les jeux vidéo.
d'une part en matière de propriété intellectuelle, c'est ce qui est le plus connu en réalité, mais également d'autre part en matière de pratiques commerciales, en matière de créations qui sont faites par les joueurs, de financement, de conception des jeux vidéo. Et là, le droit n'est pas encore intervenu spécifiquement pour les jeux vidéo. Et je me suis demandé, est-ce que le droit est prêt avec ces outils actuels, est prêt à appréhender ce type de difficultés juridiques, et si ce n'est pas le cas, comment on pourrait faire? Ça doit être difficile quand même pour pouvoir intervenir. Le problème, c'est d'une part de qualifier la situation juridique. Une fois que nous avons cette qualification, on va se demander si oui ou non les outils dont nous disposons sont adaptés. Est-ce qu'ils sont adaptés? Est-ce qu'on peut les transposer au secteur du jeu? Et si ce n'est pas le cas, c'est le début des ennuis, on pourrait dire. Oui, je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler. Alors, parlez-nous maintenant un tout petit peu de votre livre, Le jeu vidéo, un objet juridique que vous avez écrit, donc qui est assez épais et qui doit justement indiquer pour les gens qui l'achètent, essayer de comprendre un peu les filières. Parlez-nous un peu de votre livre. Oui, alors, je suis parti du point de départ d'essayer d'identifier quels sont tous ces problèmes juridiques, d'essayer d'en faire des grandes catégories et essayer de classer ces problématiques. Et je me suis très rapidement heurté, et ça a été le souci jusqu'à la fin de la conception de l'ouvrage, je me suis heurté au caractère protéiforme du jeu vidéo. C'est-à-dire que le jeu vidéo va emprunter au cinéma, il emprunte au secteur musical, il emprunte au secteur culturel, et finalement il se retrouve au milieu de tout un tas de domaines d'activité, et ce qui le rend difficilement classable, qualifiable. Et j'ai recherché une définition juridique du jeu vidéo, c'est la première étape dans nos raisonnements, et nous n'avons qu'une définition dans le Code général des impôts, simplement, dans la mesure où l'État a accordé des aides en faveur des studios pour favoriser le développement et la distribution des jeux. Et c'est la seule définition légale dont nous disposons aujourd'hui. Donc une fois que j'avais réussi à identifier cette définition et essayer de placer le jeu vidéo, voilà, il a fallu que j'y mette de l'ordre. Et mon idée, ça a été de dire, mais d'une part, le jeu vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à mon sens une œuvre à part entière, et une œuvre, c'est l'émanation de la personnalité de son auteur. Il y a d'abord cette relation donc entre le jeu vidéo et la personne ou les personnes qui l'ont élaboré. C'est toute la première partie de l'ouvrage, et ce qui pose notamment les problèmes du financement de celui-ci. Et la seconde partie, c'est ce jeu vidéo, une fois achevé, il va être distribué. Et il entre en relation avec les joueurs cette fois-ci, et nous avons une relation qui est totalement différente entre le jeu vidéo et le joueur, parce que il y a une première phase d'appropriation du jeu vidéo, que ce soit par de la location, que ce soit par de la vente notamment, et de la vente sur support matériel ou par téléchargement. Ce qui se développe de plus en plus. Et l'un des débats actuels, c'est notamment la possibilité de revendre des jeux dématérialisés, c'est-à-dire la possibilité de revendre des jeux qui ont été téléchargés. Ce qui est beaucoup plus difficile parce que nous n'avons plus de support matériel à céder, et ça pose un problème matériel, en effet. Alors, votre livre peut servir de bible à la réglementation des jeux vidéo? Bible peut-être pas, ça serait. Si c'était le cas, j'aurais atteint un but. Oui, ça. Et je pense que quand j'ai écrit cet ouvrage, je me suis dit que ça serait peut-être une première base de réflexion, ne serait-ce que pour moi-même d'une part, et pour les professionnels du secteur, en essayant d'alerter sur certaines pratiques certaines sont parfaitement conformes au droit, mais pour lesquelles il n'y a pas de réglementation, et d'autres pratiques qui sont peut-être plus limites d'un point de vue de la réglementation. En fait, bien pour démontrer quand même qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Ah, on ne peut pas faire, non, pas du tout. Oui, je pense que ça c'est important quand même, parce qu'aujourd'hui, les jeux vidéo, il y a beaucoup de créations en France. D'ailleurs, beaucoup de jeunes partent aux États-Unis parce qu'on est assez fort, je pense, au niveau des jeux vidéo, et je pense que les Américains recherchent justement
justement, c'est les têtes intelligentes, et on migre vers les États-Unis. Vous pensez que ça rentre en ligne de compte avec le commerce en France pour les jeux vidéo? Oui, l'industrie, le secteur vidéoludique français, l'industrie française est très largement reconnue de par sa qualité. On parlait dans les années 90 de French Touch. Il y avait tout un tas de concepteurs de jeux vidéo qui ont... Et un peu comme dans le cinéma, en réalité, on retrouve une touche américaine, une touche française selon les réalisateurs. On a retrouvé exactement la même chose dans le secteur vidéoludique français. Je pense à Eric Chahi, notamment, qui a conçu le jeu Another World. Et ce jeu Another World témoigne d'une certaine vision du jeu vidéo, d'un certain gameplay, comme l'on dit. Et ce sont des jeux qui sont très qualitatifs et qui sont encore aujourd'hui l'objet de suites, de remakes, notamment, ce qui montre que voilà, la touche française inspire non seulement les nouveaux concepteurs français, mais également le secteur étranger. Je pense à un jeu, c'est Alone in the Dark. Alone in the Dark, qui a inspiré tous les jeux qu'on appelle survival horror, donc de jeux d'horreur de survie, et qui ont mis les pierres pour des séries qui sont très célèbres comme Resident Evil, qui sont développées par Capcom actuellement, qui est une énorme boîte de développement de jeux vidéo. Alors, je pense que ça représente quand même des centaines de millions d'euros, tous ces jeux qui sont édités. Je suis peut-être modeste en disant des centaines de millions d'euros. Je pense, oui, tout à fait. Oui. Alors, je pense que d'un côté, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, qu'il faut peut-être y apporter une touche. Votre livre va peut-être servir comme point de base pour dire, voilà, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis pour les gens qui vont justement connaître votre livre, peut-être se dire, attention, c'est vrai qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. En effet, le but, c'est d'alerter non seulement les professionnels du secteur, parce que il faut l'avouer, on va s'adresser certes à des adultes qui ont une certaine pratique du jeu vidéo, des nouvelles technologies, et donc qui sont relativement alertes à certaines pratiques commerciales, mais je pense également à des plus jeunes où voilà, ils peuvent rapidement tomber dans des achats compulsifs qui sont des achats intégrés dans des jeux, et il est déjà arrivé que des enfants achètent des jeux en ligne ou des accessoires pour des jeux en ligne, ce qui peut aboutir à plusieurs centaines d'euros. Et voilà, il faut que les enfants et également que les parents comprennent qu'il s'agit de véritables transactions, de véritables contrats, et que voilà, ça va les engager sous réserve justement des dispositions juridiques applicables. Est-ce que vous avez déjà été contacté par des éditeurs, des maisons d'édition qui créent ces jeux vidéo? Pas encore. Le livre est sorti très récemment, il est sorti le 24 octobre, ouais. Et l'éditeur qui est Marais Martin a envoyé les communiqués de presse récemment, puis après voilà, le temps que l'information se diffuse, et puis vous savez, le juriste, c'est l'empêcheur de tourner en rond. Ouais. Je pense qu'il est très important quand même, c'est très bien de l'avoir fait. Un grand merci à vous justement d'avoir répondu à nos questions, parce que je pense il fallait en parler justement, parce que les jeux vidéo aujourd'hui, on peut aller dans n'importe quel magasin, c'est affiché partout, on voit tous les jeux qui sont en vente, et je crois que c'est pas prêt de s'arrêter. Ça va en augmentant. Non, ça ira en augmentant, tout à fait, et avec tout un tas de perspectives. Si ça peut justement donc un peu au niveau de la réglementation qui pourra se faire dans l'avenir, surtout financièrement déjà, et puis concernant la cybercriminalité, puisqu'on rentre dans ce domaine de la cybercriminalité, dans les problèmes d'argent. Alors je vous ferai un grand merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je pense que votre livre aura beaucoup de succès. J'espère. On rentre dans un système qui est important. On est en 2020, c'est en pleine expansion. Et un grand merci à vous. Merci à vous.